Chapitre 10. Si seulement j'avais su que j'épousais aussi une famille. Si vous pensez qu'après le mariage, vous vous retrouverez juste tous les deux, vous vous trompez. Vous épousez une famille, pour le meilleur et pour le pire. Car la famille de celui ou celle que vous fréquentez ne disparaît pas le lendemain du mariage. Bien sûr, vos parents vous laisseront partir en voyage de noces, mais ensuite, ils s'attendront à faire partie de votre vie. Et dans certaines cultures, cette présence des parents est beaucoup plus forte et évidente que dans d'autres. Il arrive que la jeune femme emménage dans la maison de son mari, qui vit lui-même avec ses parents, et qu'il y reste pour toujours. La dot a été payée et elle appartient à sa belle famille. Sa belle famille lui apprendra à être une bonne épouse pour son fils. Dans la culture occidentale, les relations avec la belle famille ne sont pas aussi officielles, mais elles n'en sont pas moins réelles. Depuis plus de 30 ans, les couples avec lesquels j'ai eu des entretiens se plaignent à moi. Des exemples, les voici. Ma belle-mère veut me montrer comment faire la cuisine, mais cela fait 10 ans que je cuisine, je n'ai pas besoin de son aide. Autre point. Mon beau-père ne m'aime pas, il dit à ses amis que sa fille est mal tombée. Je pense qu'il aurait préféré que je sois médecin ou avocat. En fait, je n'ose pas lui dire qu'en tant que plombier, je gagne encore plus. Un autre point, ma belle-sœur et ma belle-mère ne m'invitent jamais à participer à leur activité. Elles invitent la femme du frère de mon mari, mais pas moi. Un autre point, le frère de ma femme est fou de sport. Nous n'avons pas grand-chose en commun. Je crois que ça fait des années qu'il n'a pas lu un seul livre et il ne s'intéresse pas à la politique. Autre point, mon beau-père est comptable. Chaque fois que nous nous voyons, il me donne des conseils sur la manière dont nous devrions gérer notre argent. Et honnêtement, la plupart du temps, je ne vois pas les choses comme lui, mais j'essaie de rester courtois. Autre point, le frère de mon mari, lui, me dit toujours ce que je dois faire. Je pense qu'il tient à son rôle de grand frère. Mais ça m'embête que mon mari se laisse aussi facilement influencer. Si j'ai un avis différent, il se range toujours du côté de son frère, pardon. Autre point, mes deux beaux-parents donnent, donnent de l'argent à mon épouse pour qu'elle puisse acheter des choses que nous ne pouvons pas nous offrir. Ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais qu'ils nous laissent nous débrouiller seuls. Un autre point. Mes beaux-parents arrivent chez nous à n'importe quel moment et s'attendent à ce que nous laissions tout tomber pour bavarder avec eux. Ça commence à m'énerver sérieusement. Je ne veux pas leur faire de peine, mais j'aimerais bien qu'ils nous téléphonent avant de venir pour voir si nous avons du temps pour les recevoir. Quand vous vous mariez, vous entrez dans une famille élargie. Elle peut être composée d'un père, d'une mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, de frères, de sœurs, de beaux-frères, de belles-sœurs, d'oncles, de tantes, de cousins, de nièces, de neveux, d'enfants d'un premier mariage et peut-être d'un ex-mari ou d'une ex-femme. C'est une réalité qui demeure et qui ne peut être ignorée. Que la relation soit distante ou étroite, bonne ou mauvaise, elle existe. Parce que, en épousant celui ou celle que vous aimez, vous avez aussi épousé sa famille. Bien entendu, la vie sera beaucoup plus facile si vous parvenez à développer une bonne relation avec cette famille élargie. La nature du contact que vous aurez avec chacun de ses membres dépendra des occasions que vous aurez de passer du temps avec eux. Si vous habitez à des centaines de kilomètres de chez eux, la relation sera peut-être bonne, mais distante. Dans ce cas, les occasions de les voir se limiteront peut-être aux vacances, aux mariages et aux enterrements. En revanche, si vous habitez près les uns des autres, il ne sera pas difficile de vous rencontrer régulièrement. Normalement, c'est avec les beaux-parents que la relation est la plus proche. Ce sera donc là l'objet de notre chapitre. Ce dont il faudra tenir compte. De quoi faudrait-il tenir compte dans votre contact avec vos beaux-parents? Il y a, à mon sens, 5 domaines dans lesquels il est important d'apprendre à se comprendre et à trouver un terrain d'entente. Le numéro 1, les fêtes. La première chose dont il faudra tenir compte dans les relations avec votre belle famille est la question des jours de fête. Et tout en haut de la liste, il y a la fête de Noël. Dans la culture occidentale, c'est pour ainsi dire le moment où les familles se retrouvent. Souvent, le problème, c'est que tant les parents que les beaux-parents aimeraient vous avoir avec eux. Si vos deux familles habitent dans la même ville, cela peut s'organiser. Et si ce n'est pas le cas, mais qu'elles n'habitent pas trop loin l'une de l'autre, vous pourrez par exemple passer le 24
dans une famille et le 25 dans l'autre. En revanche, si elle habite dans deux régions complètement différentes, vous devez vous arranger pour passer Noël dans une famille une année et dans l'autre l'année d'après. Il faudra aussi prévoir de rendre visite à celle qui ne vous aura pas vu à Noël lors d'une autre fête importante pour elle. Numéro 2. Les traditions familiales. Ensuite, il y a les traditions spécifiques à chaque famille. Une jeune femme m'a dit un jour: avec ma sœur, nous avons toujours invité notre maman au restaurant le jour de son anniversaire. Maintenant que je suis mariée, mon mari dit que nous n'avons pas l'argent pour payer le vol en avion jusqu'à chez mes parents. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à accepter et je ne voudrais pas que ma mère et ma sœur lui en veulent. Et un jeune mari a dit: aussi loin que remontent mes souvenirs, le 4 juillet, les hommes de ma famille vont à la pêche tôt le matin. Puis, nous passons la journée tous ensemble. C'est la seule fois de l'année où je vois tous mes cousins. Et ma femme pense que nous devrions passer cette journée avec ses parents. Mais ils vont simplement au restaurant. On peut y aller n'importe quel autre jour de l'année. Les traditions familiales revêtent souvent une valeur sentimentale. Et de ce fait, elles ne devraient jamais être prises à la légère. Numéro 3. Les attentes de vos beaux-parents. Vos beaux-parents auront aussi des attentes. Et si vous n'avez pas cherché à faire leur connaissance avant le mariage, vous risquez d'être pris par surprise. Un mari m'a dit un jour: j'ai découvert à mes dépens que lorsque ma femme et moi allons au restaurant avec ses parents, ils payent pour tout le monde une fois et la fois d'après, ils s'attendent à ce que ce soit moi qui paye pour tout le monde. J'ai été extrêmement gênée le jour où ma femme m'a dit: c'est à ton tour de payer. Quand on sort avec mes parents, c'est toujours eux qui payent. Je n'ai jamais imaginé qu'il puisse en être autrement. Certaines attentes révèlent du domaine religieux. Une jeune épouse a dit: j'ai découvert que quand nous passons le week-end chez ses parents, ils s'attendent à ce que nous allions à la synagogue le vendredi soir, même si nous sommes tous deux chrétiens. Je me sens très mal à l'aise, mais je ne veux pas les froisser. Je me demande si, quand ils viendront nous voir, ils nous accompagneront à l'église le dimanche. Et de son côté, son mari a dit: quand nous rendons visite à tes parents, ils s'attendent à ce que je mette un costume pour aller à l'église le dimanche matin. Mais nous fréquentons une église plus moderne. Et je n'ai qu'un seul costume que j'ai acheté pour l'enterrement de ma grand-mère, il y a 5 ans, et je n'aime pas le porter. Quatrième, les travers de vos beaux-parents. Il est aussi possible que vos beaux-parents respectifs aient des comportements qui vous agacent ou qui vous dérangent. Par exemple, vous découvrez peut-être que votre beau-père sort avec des copains tous les jeudis soirs et que généralement, quand il rentre à la maison, il est ivre et insulte sa femme. Peut-être que votre belle-mère parlera régulièrement de ce problème à votre épouse, qui, à son tour, vous mettra au courant. Vous souhaiteriez pouvoir faire quelque chose, mais vous vous sentez impuissant. Non seulement le comportement de votre beau-père vous préoccupera, mais mais en plus, vous serez irrité parce que votre belle-mère reviendra sans cesse sur le sujet avec votre épouse et qu'à chaque fois, cette dernière sera dans tous ses états. Mégane, qui était mariée depuis 5 mois, m'a dit lors d'un entretien: ma belle-mère est la femme la plus organisée et méthodique que je connaisse. Vous devriez voir ses armoires. Chaque chaussure est à sa place et toutes ses tenues sont rangées par couleur. Le problème, c'est que je ne suis pas très organisée et que quand elle vient chez nous, elle me donne des conseils censés me faciliter la vie. Je regrette, mais ça ne me correspond tout simplement. En plus, je n'ai pas le temps de ranger ma maison comme elle. Numéro 5. Les convictions religieuses de vos beaux-parents. Vos beaux-parents sont peut-être aussi profondément attachés à des principes religieux qui différeront des vôtres. Un jeune époux a dit un jour: chaque fois que je suis avec son père, il cherche à me convaincre de sa manière de concevoir la vie chrétienne qu'elle est bonne. Je suis chrétien, mais je ne suis pas aussi dogmatique et prétentieux que lui. Je pense que la foi est une affaire personnelle et je n'apprécie pas qu'il fasse aussi pression sur moi pour que je sois d'accord avec lui. Suzanne, qui a grandi dans une famille luthérienne, a dit: sa famille vient d'un milieu baptiste et il n'arrête pas de me dire que je devrais me faire baptiser.
J'ai été baptisé enfant et je ne ressens pas la nécessité de me faire à nouveau baptiser. Pour eux, ça semble être un grand problème et je ne comprends pas. La nécessité d'apprendre à écouter. À propos de ces questions et de bien d'autres, vous vous rendez compte que vos beaux-parents, comme tout individu, ont des pensées, des sentiments et des désirs qui leur sont propres. Et il est très possible que ceux-ci diffèrent des vôtres. Comment? Alors, pourrez-vous apprendre à bien vous entendre avec eux? Tout d'abord, il vous faudra apprendre à les écouter en essayant de réellement comprendre ce qu'ils pensent, ce qui les a conduits à telle ou telle conclusion et ce qu'elle représente pour eux. Par nature, la plupart du temps, nous avons du mal à écouter. Nous écoutons souvent juste suffisamment longtemps pour pouvoir émettre une objection, puis pour entrer dans des débats interminables et inutiles. Mais celui qui écoute avec empathie ne porte aucun jugement sur l'autre, tant qu'il n'est pas certain d'avoir réellement compris ce qu'il veut dire. Cela implique parfois de lui demander de préciser sa pensée. Si je comprends bien, tu dis que c'est bien ça? Ou il me semble que tu me demandes de c'est bien ça? Une fois que vous avez écouté la personne suffisamment longtemps pour comprendre clairement ce qu'elle veut dire et ce que sa conviction représente pour elle, vous êtes libre de donner votre avis sur la chose. Puisque vous l'avez écoutée sans la juger, il lui sera plus facile d'entendre votre point de vue. Pour pouvoir l'écouter avec empathie, vous ne devez pas nécessairement être d'accord avec ses idées. En revanche, il est important que vous soyez courtois à son égard, que vous lui parliez gentiment et que vous respectiez ses opinions. S'il en est ainsi, il y a de fortes chances que la personne respecte à son tour vos points de vue et vous parle gentiment. C'est ainsi que naissent la compréhension et le respect mutuel. Lorsque vous parlez avec vos beaux-parents, parlez toujours pour vous-même. Au lieu de dire vous me faites de la peine en disant que, dites plutôt je me sens blessé car je vous entends dire que. En commençant par votre phrase je, vous montrez qu'il s'agit de la façon dont vous ressentez les choses. Si au contraire, vous la commencez par vous, vous les accusez et ils réagiront probablement de manière défensive. Dans le cas du beau-père alcoolique, le mari peut dire à sa belle-mère je me sens frustré quand Aurélie me raconte que, chaque fois que vous discutez avec elle, vous lui parlez du problème d'alcool de votre mari et de son comportement grossier à votre égard. En fait, je me demande si vous aimeriez que nous fassions quelque chose. Et si c'est le cas, que pensez-vous que nous pourrions faire? Cette entrée en matière donnera certainement lieu à un échange constructif. La nécessité d'apprendre à se mettre d'accord. Ensuite, pour développer de bonnes relations avec la famille de votre petit ami ou petite amie, il est important d'apprendre à parvenir à un accord lorsqu'il y a des divergences de vues. Pour que cela soit possible, il faut que quelqu'un fasse une proposition. Par exemple, Jérémie a dit à ses beaux-parents je sais que vous aimeriez qu'on passe Noël avec vous et bien sûr mes parents ont le même désir. Puisque vous habitez à 800 kilomètres les uns des autres, il est évident que nous pourrons pas être à deux endroits en même temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas alterner entre Thanksgiving et Noël? On pourrait passer Noël avec vous et Thanksgiving avec ma famille. Et l'année prochaine, on fera l'inverse. J'essaie juste de trouver une solution qui convient à nos deux familles. Jérémie a fait une proposition. Ensuite, ses beaux-parents ont eu la possibilité de l'accepter, de la modifier ou d'en faire une autre. L'écoute et le respect mutuel favorisent le consensus. C'est ainsi qu'on parvient à trouver une solution qui convienne à chacun. Lorsque la relation s'en trouve renforcée. La relation s'en trouve renforcée. Il est indispensable de discuter si l'on veut pouvoir trouver un accord en cas de divergence de vue au sujet des jours de fête, des traditions, des attentes, des comportements difficiles à vivre et des convictions sur le plan de la foi. Au psaume 133, verset 1, David écrit Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est en cherchant des solutions qu'on parvient à l'unité.
En posant des questions au lieu d'être dans l'exigence, on facilite la compréhension mutuelle et la négociation. Voici ce que Tim a expliqué à ses parents. Nous aimons beaucoup vous avoir à la maison et passer du temps avec vous. Mais j'ai une demande. Est-ce que plutôt que de nous faire la surprise, vous pourriez nous téléphoner à l'avance pour que nous puissions voir si le moment de votre visite convient? Je vous demande ça parce que jeudi dernier, par exemple, j'ai dû travailler jusqu'à minuit pour arriver à terminer mon rapport une fois que vous étiez parti. J'aurais préféré qu'on se voie vendredi soir, car là, j'aurais été libre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait possible pour vous? Tim a fait une proposition et formulé une demande. Ses parents pouvaient soit l'accepter, soit s'y opposer, soit proposer autre chose. Par exemple, de venir toujours le même soir de la semaine, à moins d'un empêchement. Quoi qu'il en soit, en procédant ainsi, Tim a pu garder une bonne relation avec eux. La nécessité d'apprendre leur langage d'amour. Un dernier élément permettant de développer des relations saines et positives avec votre belle famille est d'apprendre le langage d'amour fondamental de vos beaux-parents et de leur parler régulièrement. S'ils se sentent véritablement aimés, cela créera un climat positif et propice à la discussion en cas de divergence de vue. Rien ne communique mieux l'amour qu'un langage d'amour approprié. Si vous ne connaissez pas celui de vos beaux-parents, vous pourriez leur offrir les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime. Une fois qu'ils auront lu ce livre et compris ce qu'est un langage d'amour, ils accepteront peut-être d'en discuter avec vous. Vous pouvez aussi leur dire quel est votre langage d'amour principal. Lorsque les membres d'une famille parviennent à exprimer leur amour de manière à être compris, cela favorise de bonnes relations. Caroline et moi n'avons pas vécu de grandes difficultés dans le contact de nos familles respectives. Les 2 premières années de notre mariage, nous habitions si loin d'elles que nous les voyions qu'à Noël. Heureusement, elle habitait dans la même ville. Nous passions ainsi la veille de Noël dans ma famille et le jour de Noël dans celle de ma femme. On va la voir. Nous les voyions très peu, mais les relations étaient bonnes. Le père de Caroline était décédé avant notre mariage. Une fois que j'ai eu terminé mes études, nous nous sommes rapprochés de nos familles. Ma belle-mère m'aimait beaucoup. Son langage d'amour était les actes de service. Après avoir repeint sa maison, j'étais vraiment dans ses petits papiers. Mes parents étaient serviables et conciliants. Ils ne s'imposaient pas. Je n'aurais certainement pas été en mesure de gérer des conflits familiaux. Caroline et moi n'avions jamais discuté à ce sujet. Je prends maintenant conscience de la naïveté dans laquelle nous nous trouvions alors. Après avoir reçu des centaines de couples dans mon bureau, je me rends compte que nous étions une exception. Pour développer une bonne relation avec des beaux-parents, il faut généralement y consacrer du temps et des efforts. J'espère que ce chapitre vous aidera à discerner les éventuels sujets de discorde avec les vôtres et à réfléchir à la manière dont vous vous y prendrez pour régler les différends. Plus vous vous préparerez dans ce domaine avant le mariage, moins vous serez surpris après. Discutez-en. Numéro 1. Comment vos familles respectives ont-elles l'habitude de fêter Noël et d'autres fêtes importantes? Réfléchissez à ce qui, dans ce domaine, pourrait être une source de conflit. Numéro 2. Vos familles respectives sont-elles profondément attachées à certaines traditions qui ne sont pas nécessairement en lien avec les anniversaires ou les jours de fête? Si oui, de quelle tradition s'agit-il? Numéro 3. Quelles sont, à votre avis, les attentes de vos futurs beaux-parents à votre égard? Si vous avez des frères et des sœurs ou des amis qui sont déjà mariés, vous pourriez leur demander à quelle attente ils ont dû faire face pour leur part. Numéro 4. Comme tout un chacun, les beaux-parents ont certaines habitudes particulières. Les unes sont bonnes, exemple jouer au tennis le samedi. Les autres sont mauvaises, exemple s'enivrer un soir par semaine. Quelles sont les habitudes de vos parents respectifs? Qu'est-ce qui vous agace chez eux? Parlez-en entre vous. Numéro 5. Quelles sont les positions doctrinales de vos parents à chacun?
Échangez avec votre fiancé ou fiancé, eux, à ce sujet et réfléchissez à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Numéro 6. Lorsque vous ne partagez pas les opinions de vos parents, parvenez-vous à ne pas les juger et à les écouter avec empathie afin de pouvoir ensuite leur donner une réponse pertinente? Donnez un exemple d'une fois où vous avez bien su écouter et d'une fois où, au contraire, vous n'avez pas été à leur écoute. Numéro 7. Quand vous avez l'un et l'autre des avis différents, commencez-vous généralement vos phrases par tu ou par je? Discutez ensemble et apprenez à parler pour vous plutôt que d'accuser l'autre. Numéro 8. Lorsque deux personnes ont des divergences de point de vue, il leur faut arriver à se mettre d'accord. Y parvenez-vous? Comment? Donnez des exemples. Numéro 9. Le fait de formuler une demande au lieu d'être dans l'exigence facilite la compréhension mutuelle et la négociation. Vous est-il déjà arrivé de formuler des demandes qui, en réalité, ressemblaient à des exigences? Si oui, racontez. Aidez-vous mutuellement à exprimer vos requêtes de manière à ce qu'elles ne ressemblent pas à des exigences. Numéro 10. Connaissez-vous le langage d'amour fondamental de vos parents et celui de vos beaux-parents? Si oui, parvenez-vous à parler ce langage? Comment? Et sinon, de quelle manière pouvez-vous le découvrir? Pourriez-vous le découvrir? Point numéro 11. Si la personne que vous pensez épouser a déjà des enfants, je vous recommande vivement d'en discuter ensemble. La question de la relation des enfants avec un beau-père ou une belle-mère est la plus grande source de conflits dans les familles recomposées. À bientôt.